Pourquoi les Japonais détestent-ils les femmes? J'avoue qu'avec cette phrase, j'y vais un peu fort, mais plus vous allez avancer dans cette vidéo, moins cette question va vous sembler incohérente. Quand on me dit ces deux mots, femme et Japon, ce à quoi je pense immédiatement, c'est la sécurité avec laquelle les femmes au Japon peuvent rentrer chez elles tard le soir dans n'importe quelle tenue. Mais aux yeux du monde et surtout aux yeux d'internet, ce qui ressort le plus, c'est ça. Au Japon, les femmes subissent la lourde tradition du sexisme. Le Japon, un des pays développés avec la plus forte inégalité homme-femme. Dans le ménage classique japonais, c'est l'homme qui travaille de longues heures au bureau et la femme qui s'occupe du ménage et des enfants. Et ne soyons pas hypocrites, ce modèle, on le connaît très bien aussi en Occident. Il est simplement plus balancé, mieux réparti. Chacun des acteurs travaille et chacun des acteurs participe à l'éducation et aux tâches ménagères. Enfin, idéalement. Au Japon, ces deux rôles sont si bien définis, si bien segmentés que ces acteurs ne se côtoient même plus. Une distinction dans les horaires de journée, le mari qui rentre trop tard, bien après l'heure du coucher des enfants. Une distinction dans l'intimité de nuit, les lits sont séparés depuis que le devoir de procréation a été réalisé, c'est chambre à part pour papa et maman. Et enfin une distinction dans les activités durant le temps libre. Pour le mari, c'est boire des coups après le travail avec ses collègues et aller au Sopland, et pour la femme, c'est dépenser l'argent du mari avec ses copines en allant dans des cafés beaucoup trop chers. Comprenez bien que je ne veux encenser ni m'apitoyer sur aucun des deux partis, car chacun l'a choisi, c'est le choix par défaut japonais, mais un choix quand même. Aujourd'hui, théoriquement, une femme peut choisir de faire une carrière, théoriquement. Parce que selon les enquêtes du ministère japonais de la Santé, c'est 34,2% des femmes célibataires interrogées qui admettent avoir pour ambition de devenir femme au foyer, et par extension de ne plus jamais avoir à travailler. C'est pour ça qu'on dit souvent que le féminisme à l'occidental ne fonctionne pas au Japon, ou en tout cas ne s'applique pas au Japon. Parce que dans les foyers japonais, c'est la femme qui a le pouvoir décisionnel et financier. Alors ça veut dire que tout va bien, que les Japonais n'ont aucune intention de rabaisser les femmes. Pas vraiment. Sans les femmes, vous n'auriez même pas la base pour apprendre le japonais. Effectivement, les hiragana, le syllabaire le plus utilisé dans la langue japonaise, à la base c'était uniquement pour les femmes. Les hommes, ils utilisaient que des kanji. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment que les hiragana qui sont basés uniquement sur de la phonétique, et bah c'était pas si mal. Vraiment remerciez-les parce que sans ces femmes, ce serait encore plus dur d'apprendre le japonais. Ça a sauvé les Portugais qui sont arrivés pour la première fois sur le territoire nippon. Bon dia. Oh, konnichiwa. Ça leur a mis beaucoup de temps avant de pouvoir communiquer avec la population locale. Mais ils auraient pu apprendre encore plus vite à l'époque s'ils avaient eu Rosetta Stone. Jisho o motteimasu ka? Jisho. La festa está terminando. Oh. Vous l'aurez compris, c'est le retour de l'application de langue Rosetta Stone pour l'année 2024. Toujours de bons exercices de prononciation avec de la reconnaissance vocale, toujours sans traduction, et toujours avec des thématiques pour apprendre les mots utiles de la vie quotidienne ou alors pour un voyage. Mais il y a une nouveauté avec cette nouvelle année, c'est le moment de prendre ses bonnes résolutions. Et quoi de mieux d'apprendre une langue avec Rosetta Stone? Et pour vous motiver, ils ont fait une offre spéciale nouvelle résolution à moins 60% sur tous les abonnements. Donc l'offre à vie pour toutes les langues, c'est-à-dire quand même 25 langues différentes, passe de 179 € à 149 €. C'est la première fois qu'ils descendent aussi bas et c'est vraiment que jusqu'à fin janvier. Après, ce sera trop tard et bien sûr le lien est dans la description. Incident de médecine. Tokyo, avril 2018. L'examen d'entrée en médecine, un des examens les plus prestigieux de tout le pays. L'atmosphère est silencieuse et si tendue à la fois. Tout le monde a les yeux rivés sur le sujet. Certains mordillent leurs crayons et d'autres se torturent les méninges. Au milieu de cette pièce se trouve la jeune Sakura. Tout comme n'importe qui dans cette salle, elle rêve de devenir médecin. Elle a travaillé toute cette année uniquement pour ça, à réviser les différentes parties du squelette humain, les fonctionnements des cellules, la chimie organique. C'est la fin de l'épreuve. C'est une sensation de soulagement étrange pour tout le monde. Les feuilles sont récupérées par les examinateurs, et maintenant pour Sakura et les 3000 autres candidats, il ne reste plus qu'à attendre. Plusieurs semaines se sont écoulées et chez Sakura on reçoit enfin la lettre de la part de la faculté de médecine de Tokyo. C'est non sans une pression gargantuesque que Sakura ouvre la lettre. Mais malheureusement pour elle, c'est un échec. Elle n'a pas dépassé la barre d'admissibilité. Il lui manquait juste 5 points. C'est peu et énormément à la fois. Elle ne cache pas sa déception, mais elle se dit qu'elle pourra toujours retenter l'année prochaine. En soi, manquer l'examen à seulement 5 points pour une première fois, c'est déjà très bien. 3 mois plus tard, juillet 2018. Un scandale éclate. Le directeur de la faculté de médecine de Tokyo est arrêté pour avoir fait passer en douce son fiston à l'examen. Il n'aurait pas eu le score suffisant, mais par une manipulation de points habile orchestrée par le directeur, son père, il aurait été admis à l'examen. Une conférence de presse est tenue et les faits sont reconnus par le directeur. Des excuses publiques sont donc rendues. Bien sûr, les faits sont graves, mais vous conviendrez que, étant donné que la supercherie a été détectée, tout est rentré dans l'ordre. C'est pourquoi l'enquête aurait pu très bien s'arrêter là. Mais quand on soulève le tapis de ce genre d'institution au Japon, on finit toujours par trouver beaucoup
beaucoup de poussière. Un mois plus tard, 1er août 2018. Sakura est chez elle, et en ce matin du 1er août 2018, elle allume la télé et voit ceci. Le directeur de la faculté de médecine de Tokyo fait encore une fois la une de la presse. Mais cette fois-ci, on dirait bien que c'est pour un peu plus qu'un simple favoritisme envers son fils. En effet, selon des informateurs anonymes, les notations sur l'examen d'entrée seraient lourdement manipulées. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Une fois que toutes les copies ont été corrigées, une moyenne est fixée. Et c'est là où la manipulation commence. Tout d'abord, on retire 20% de la note à tous les candidats. Jusque-là, si c'est un traitement commun, rien de choquant. Mais par la suite, ça se complique. On donne 20 points en plus à tous les candidats qui n'ont jamais passé l'examen. On donne 20 points également à tous ceux qui ont déjà échoué à l'examen une première fois. 20 points toujours à ceux qui ont échoué une deuxième fois. 10 points en revanche à ceux qui ont échoué 3 fois. Et aucun point à ceux qui ont échoué 4 fois. Ce système, c'est pour favoriser les étudiants qui passent l'examen pour les premières fois, contrairement à ceux qui ont déjà eu pas mal d'échecs. C'est pas choquant, et en France, on fait exactement la même chose par exemple pour le concours des grandes mines. J'en sais quelque chose, je viens de là. Quand tu es 3,5 et que tu passes le concours des grandes mines pour la première fois, tu as 40 points bonus sur le total de tes notes. Un bonus que tu n'as pas si tu repasses les années suivantes, comme par exemple en 5,5 ou encore 7,5. La différence, c'est qu'en France, on est totalement au courant de cette pratique, alors qu'au Japon, officiellement, dans cet examen de médecine, il n'y a aucune distinction entre les candidats. Bref, il y a un manque de clarté, mais le gros problème, il n'est pas là. La catastrophe et l'objet du scandale, c'est ceci. Dans le cadre où le candidat est une candidate, alors d'office, elle n'a aucun point bonus. Ce qui signifie que dans la grande majorité des cas, si vous êtes un homme et que vous passez un examen à la faculté de médecine de Tokyo, vous avez 20 points bonus en plus que n'importe quelle femme. Et encore pire, vu qu'au départ on enlève 20% des notes de tout le monde, eh bien ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont eu la barre d'admissibilité, mais qu'on a fait artificiellement échouer. Elles ont eu la note suffisante, mais elles n'ont pas été admises. Et vous l'aurez compris, c'est typiquement le cas de Sakura. Ces 5 points qui lui manquent, c'est totalement artificiel. En réalité, elle est censée être admise. Et c'est pas la seule. Rien que dans la promo de 2018, ce sont 66 femmes qui sont concernées par ce fait. Ce sont de graves accusations. Mais le directeur ainsi que la faculté de médecine de Tokyo elle-même nient en bloc les faits. Il y a quand même le Yomiuri Shimbun et la NHK, soit respectivement le journal le plus lu au Japon et la chaîne télé la plus regardée du Japon, qui ont mis ça en gros sur leur une, mais ils nient les faits. Sauf que vous imaginez bien, non. Le ministère de la Santé, il va pas laisser passer ça comme ça. Il va bien sûr mener une enquête. Et là, oh, tout est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour les excuses à la japonaise. J'étais pas au courant, puis la société, regardez, mais ça change tellement vite, dis donc, on n'arrive pas à s'adapter, hein. Oh, on peut plus rien dire de toute façon, hein. Où est-ce que j'ai mis mes clés, moi? Je caricature, hein, mais je trouve que les excuses publiques au Japon, c'est vraiment, enfin, c'est trop facile, quoi. C'est pas que dans cette affaire-là, c'est à chaque fois, ils sont en mode, oui, bah, on a merdé, pardon, désolé. Voilà, ça penche sa tête, et puis c'est fini, et voilà, on passe à autre chose. Le directeur affirme qu'il n'était pas au courant, alors qu'il a voulu utiliser exactement le même système pour faire passer son fils. Mais ça ne s'arrête pas là! Parce que forcément, une fois qu'on a vérifié ce qui s'est passé en 2018 dans l'université de Tokyo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique la règle de l'espace-temps, c'est-à-dire on regarde si ça s'est pas produit avant et pas ailleurs. Et mesdames et messieurs, oh, c'est le jackpot! Ça s'est produit bien entendu depuis 2006 au minimum. Et en plus, cette faculté n'était pas la seule à l'appliquer, il y en avait d'autres au Japon, mais bien sûr! L'université de Jutendo, Kisando faisait exactement la même chose, sans compter que l'enquête a révélé un nombre de pots de vin extrêmement conséquent pour faire passer des élèves qui n'avaient pas les notes suffisantes. Rien ne va. Au total, c'est 10 universités de médecine dans tout le pays qui sont coupables d'avoir effectué des manipulations un peu en tout genre. Et personnellement, je trouve ça mais impardonnable. Parce qu'au Japon, en fait, comprenez bien que la voie de la médecine, c'est la voie la plus élitiste, la voie aussi la plus coûteuse. Parce que là où en France ça coûte entre 5000 et 7000 balles, au Japon c'est 50 000 € l'année. Ce qui fait que généralement il n'y a que les familles très riches qui peuvent se permettre de faire en sorte que leur enfant redouble d'année en année. Mais pour les femmes, à quoi bon le repasser si c'est pour avoir systématiquement 20 points en moins par rapport à n'importe quel mec? On parle quand même là au total de milliers de femmes qui auraient dû devenir médecins parce qu'elles avaient les compétences et on leur a retiré cette carrière et elles ont dû se reconvertir. Vraiment, le fait de jouer avec l'avenir professionnel et surtout cet avenir professionnel de devenir médecin qui est très souvent un rêve, ah ça me dégoûte. L'université propose de leur donner l'examen rétroactivement, mais c'est trop tard, le mal est fait. Le pourcentage de candidatures féminines acceptées l'année du scandale est à 2,9% contre 8,6% chez les hommes. On voit bien qu'il y a un gros écart et dès l'année suivante, là où la manipulation a du coup été abolie, on est passé du côté des femmes à 13,6 et du côté des hommes à 13,5.
Ah bah bizarrement c'est beaucoup plus égal, qu'est-ce qui s'est passé, dis donc, forcément 20 points en moins. Ça représente quand même une augmentation de 360% de niveau d'acceptation chez les femmes. Une percée quoi. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une super nouvelle d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y aura plus de femmes médecins pour les prochaines années au Japon. Du coup le corps médical a dû être absolument ravi. Je veux dire par là que le corps médical japonais, il a dû fermement condamner les agissements de la faculté de médecine de Tokyo. Il les a condamnés, hein. Nécessaire. C'est le mot choisi par 50% du corps médical japonais pour décrire la baisse de notes uniquement chez les femmes pratiquée par l'université de médecine de Tokyo. C'est lunaire! Pour être tout à fait exact, c'est 8% qui ont répondu c'est nécessaire et 47% qui ont répondu ce n'est pas bien, mais nécessaire. Attendez, pourquoi? C'est quoi cette réaction à la con? C'est parce que les femmes médecins sont moins bonnes? Non, bien sûr que non. C'est parce que c'est dur de travailler avec des femmes médecins? Non plus. La raison, c'est une vérité très difficile à avouer au Japon. C'est parce que même si les femmes médecins ont leur diplôme, souvent elles renoncent à leur carrière lorsqu'elles se marient et ont un enfant. Ça réduit donc dangereusement les effectifs du personnel médical japonais qui n'est pas en surnombre. Autrement dit, en termes de carrière, les femmes sont moins fiables que les hommes. Donc l'objectif derrière cette manipulation de notes sexistes des universités du Japon, c'est surtout de maintenir une proportion de femmes assez faible dans la profession pour que ceux qui restent, le plus souvent des hommes, soient capables d'encaisser ce manque de personnel médical. Tout de suite, ce qui semblait horrible et sexiste reste horrible et sexiste, mais un peu plus justifiable. Abandon de carrière des femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les japonaises quittent-elles vraiment leur travail une fois qu'elles sont mariées ou qu'elles ont leur premier enfant? Voici la courbe du taux de travail des femmes par rapport à leur âge, et on voit qu'on a un pic à 85,9% dans la tranche d'âge de 25 à 29 ans, et ça descend brutalement à 77,8% pour la tranche d'âge autour de 30-34 ans. C'est une baisse significative, mais pas si énorme, ça reste moins de 10%. Alors le phénomène de démission des femmes, il serait surévalué? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tableau que je vous ai montré, il n'est pas très honnête. Il ne représente pas le type d'emploi dans lequel les femmes sont. Parce que oui, quand les femmes arrêtent de travailler au Japon, certaines continuent, mais avec des baito, des travails à temps partiel. Ce sont des jobs très flexibles qui ne donnent pas de carrière. Ça peut être travailleur dans un combini, vendeur, préparateur de commandes, bref, c'est vraiment juste un petit boulot alimentaire. En conséquence, on ne peut pas se fier à ce tableau pour savoir si oui ou non les femmes arrêtent leur carrière au moment du mariage. Mais la statistique, vous inquiétez pas, je l'ai trouvée. Le pourcentage de femmes qui quittent leur carrière après avoir donné naissance à leur premier enfant au Japon, il s'élève à 46,9%. D'autres statistiques disent que ça monte même à 70%, mais on va garder en tête 50%. Et 50%, c'est colossal. Pour vous donner une idée, en France, on est à 10%. Et encore, dans les 10%, la grande majorité vont retrouver une carrière lorsque l'enfant va grandir. Ce qui n'est absolument pas le cas des femmes japonaises. Une fois qu'elles ont quitté leur travail, c'est terminé, à part pour des petits boulots. Alors, est-ce qu'elles le font par dépit, par le poids de la tradition, ou alors qu'on ne veut plus d'elles si jamais elle veut revenir dans l'entreprise? Pas du tout. 79% des femmes japonaises ont déclaré qu'elles étaient heureuses de quitter leur emploi pour s'occuper du ménage. Et donc, on comprend mieux pourquoi le critère numéro 1 des femmes japonaises à l'égard de leur futur partenaire, c'est le salaire. Ce côté vénal, c'est pas pour l'argent en lui-même, c'est pour savoir si oui ou non, le salaire du mari sera suffisant pour que elle puisse arrêter de travailler. S'il est assez élevé, alors toute la famille pourra se reposer sur cet unique salaire. Et alors vous allez me demander, mais au Japon, à quoi bon pour une femme de faire des études dans ce cas? Beaucoup de femmes japonaises, pas toutes, mais une majorité, poussent les études à fond pour avoir un bon poste dans une bonne entreprise, pas pour le poste en lui-même, ni pour les perspectives de carrière, mais c'est pour rencontrer un futur mari potentiel avec un haut poste. Ou en tout cas, un poste plus haut que le sien. Parce que contrairement à la France, eh bien une part non négligeable des rencontres définitives voilà dans la vie, elles se font sur le lieu de travail. Ouais. Vraiment, on fait tout sur le lieu de travail au Japon. Bien sûr, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, vous l'aurez compris, mais on élève sa condition sociale en élevant sa propre condition sociale et ensuite en allant chercher un peu plus haut. Mais maintenant, la question au Japon, c'est de comprendre pourquoi c'est aussi voulu par les femmes d'arrêter leur carrière au profit de devenir femme au foyer. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quand même un tiers des femmes qui rêvent de devenir femme au foyer, c'est pas rien. Et là, on va vraiment toucher au cœur du problème des Japonais envers les femmes. Cercle vicieux. Tu peux servir le thé correctement. Quand on sert l'alcool, on met l'étiquette vers le haut. Tu sais même pas préparer un bon café? Le nombre de cas où des femmes se font harceler au travail est exorbitant au Japon. La saison 1 de l'anime Agoretsuko est carrément basée là-dessus. Toutes ces micro-réflexions que le boss va faire, ça s'appelle du Pawahara, Power Harassment. Et les femmes au Japon en subissent énormément, plus que les hommes en tout cas. C'est comme les innombrables règles absurdes au travail qui concernent directement les femmes. La règle qui dit qu'il faut porter des talons avec une hauteur minimum, la règle qui dit qu'il faut être maquillé au travail, la règle qui dit qu'il faut préparer le thé pour le patron. Alors fatalement, pour échapper à ça, elles ont deux choix. Le premier, c'est de trimer dur et de monter dans la hiérarchie pour ne plus subir ce traitement. Ce qui est, je vous avoue, très peu choisi et assez peu
atteignable lorsqu'on voit le pourcentage de femmes dans les hauts postes décisionnels dans les entreprises japonaises. Sans déconner, le pourcentage c'est 6,6% de femmes. Vaut mieux le renverser pour s'en rendre compte, ça fait 93,4% d'hommes. Y a que ça. Et donc tout le monde choisit la deuxième option, c'est de quitter son travail. Dans les saisons suivantes de Agoretsuko, on voit bien que le mariage s'est vu comme la porte de sortie classique des femmes dans une entreprise. Et comme le mariage au Japon c'est juste les prémices de l'arrivée du premier enfant, le mariage au Japon sonne effectivement comme la démission d'une femme à son travail. Mais cet opportunisme, il n'est pas discret, il est su de tous. Et c'est ça qui nourrit l'harcèlement et l'abus de pouvoir des supérieurs hiérarchiques masculins envers les femmes dans les entreprises. On le voit juste même dans Agoretsuko comment le patron appelle Agoretsuko. Il l'appelle short timer en anglais, ce qui veut dire littéralement, enfin, tu vas pas rester quoi. À quoi bon perdre du temps sur les femmes? Sachant que ça prend du temps de former quelqu'un dans une entreprise, certains pensent que ça ne vaut même pas le coup de former des femmes. Pour la bonne et simple raison que d'ici quelques années, elles ne seront même plus là. Et autant c'est horrible de penser comme ça, mais d'un point de vue tout à fait factuel, ils ont raison. Si avec une femme vous avez une chance sur deux qu'elle quitte l'entreprise, c'est plus intéressant de former un homme aux mêmes tâches, car vous avez très peu de chances qu'il parte. Vous allez me dire que s'il démissionne c'est pareil, mais non, n'oubliez pas, on est dans le cadre classique japonais. Un employé au Japon est censé rester à vie dans la même entreprise. Ça commence à bouger, mais pas assez pour que ça soit significatif, parce que si tout le monde bougeait tous les 5 à 10 ans, ce problème ne se poserait même pas. Sauf que là, on ne peut pas l'ignorer. Et donc là, je viens de vous présenter le cercle vicieux des femmes au Japon. Les femmes viennent travailler dans une entreprise, elles se font harceler par les supérieurs, alors elles souhaitent quitter l'entreprise au plus vite et finissent par trouver un mari idéal. Elles quittent donc leur job et à votre avis, que va devenir la charge de travail laissée par ces femmes? Elle ne va pas être laissée de côté en attendant un remplaçant. Non, 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 va falloir s'en occuper tout de suite. Ce sont les employés restants qui vont devoir l'absorber, alors forcément ça va devoir travailler encore plus tard que d'habitude. Ça ne fait plaisir à personne, surtout que les heures supplémentaires au Japon, elles sont rarement payées. Donc tout ça nourrit la haine chez les employés impactés pour les prochaines qui viendront travailler dans l'entreprise. Et on recommence, comme ça, depuis 50 ans. Surtout que, pour en rajouter une couche, je vous rappelle que ces hommes qui harcèlent les femmes au travail, le plus souvent ils se font complètement dominer de retour au foyer chez eux par leur propre femme. Car n'oubliez pas, c'est elle qui tient le pouvoir et les finances de la maison. Et fatalement, on comprend mieux pourquoi une femme japonaise sur 3 veulent devenir femme au foyer. C'est le seul endroit où elles se font pas harceler et au contraire, c'est elles qui ont le pouvoir. Elles dictent leurs lois et il apparaît comme étant le seul lieu d'épanouissement pour les femmes au Japon. C'est très triste. Mais pour atteindre cet objectif de rester femme au foyer, il faut trouver un mari qui gagne bien sa vie. Et ça, une catégorie de femmes au Japon l'a très bien compris. Les femmes de Minato. Hina, la copine de Sakura, lui parle d'une activité où elle peut se faire beaucoup d'argent facilement. Elle n'a ni à vendre son corps, ni à faire boire qui que ce soit. Juste assister à une soirée et être habillée chic. En gros, être présente. Ce que Sakura n'a pas compris, c'est que son amie Hina l'incite à devenir une Minato Girl, fille de Minato en français. Minato, c'est un district à Tokyo qui est nationalement connu pour être le regroupement le plus dense de toute la richesse japonaise. Donc tous les meilleurs futurs maris potentiels avec le portefeuille plus lourd se trouvent également ici. Et pour les rencontrer, rien de plus facile, il y a carrément une application qui s'est créée il y a quelques temps. Plusieurs applications. Aima, Glass, Patters, Pato, Party. C'est un véritable nouveau phénomène qui explose au Japon. Ça s'appelle des Garanomi. En gros, c'est un Uber compagnie féminine avec des tarifs très alléchants. Et être payé 5 fois le SMIC japonais pour boire et discuter avec des hommes qui ont des énormes portefeuilles, que demander de plus? Et bien sûr, ça peut aller encore une fois beaucoup plus haut en termes de tarifs. Des milliers d'euros pour juste une seule soirée. Il y a même des femmes qui montent des réseaux d'arnaques pour pouvoir soutirer encore plus d'argent à ces messieurs. Mais là, pour le coup, les arnaques, ça va aussi un petit peu dans les deux sens. Alors maintenant, imaginez, vous êtes un homme japonais qui se la tue au travail tous les jours et vous voyez des femmes qui gagnent 3 fois votre salaire en une semaine juste en allant à des soirées. Jusqu'au jour où elles trouvent un homme riche qui veulent bien les marier et elles se retrouvent à l'abri financièrement pour le restant de leur vie. Ah, clairement, je vous le dis, il y a de quoi avoir la haine. Et donc maintenant, vous vous rendez compte pourquoi les Japonais, pas tous bien sûr, détestent les femmes. Et le plus souvent, c'est sans même s'en rendre compte. Parce que dès qu'elles en ont l'opportunité, elles quittent l'entreprise en laissant aux hommes toute la charge du travail qui reste, parce qu'elles peuvent ramasser d'énormes sommes d'argent très facilement, et parce qu'une fois à la maison, l'homme ne décide de rien. Alors les hommes, en réponse à ça, et on va dire, je veux dire même la société en réponse à ça, devient extrêmement misogyne au Japon. Entre le bâchage dans
dans les points qu'on a vus avec l'examen de médecine ou encore le traitement dans les entreprises. Et je vois sur internet pas mal de gens qui disent ouais mais c'est dans leur culture, c'est comme ça là-bas depuis des millénaires, on peut rien y faire. Et là-dessus pour moi c'est complètement faux. Les femmes en vérité au Japon elles ont toujours travaillé, que ça soit au champ ou dans les business familiaux. Alors bien sûr depuis très longtemps c'est l'homme qui domine le cadre familial et on éduque les femmes à être surtout de bonnes mères et de bonnes épouses, mais sur la question du travail, les femmes travaillaient avant au Japon, beaucoup. Donc même si du machisme ça pouvait exister, il n'y a rien qui prédispose les Japonais à bannir les femmes uniquement dans la cuisine. Mais comme d'habitude, vous le savez maintenant au Japon, tout va changer après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon va prendre le modèle social des États-Unis, et c'est entre les années 50 et 70 que le modèle japonais est passé d'une famille où le mari et la femme tous deux travaillent, à un modèle où seul le mari travaille et la femme est au foyer à plein temps. Ça s'appelle Sengyo-Sufu, sauf que là où aux États-Unis il y a eu la transition et maintenant beaucoup de femmes peuvent avoir des carrières et aussi avoir des enfants, au Japon ça reste encore complètement anecdotique. C'est soit tu as des enfants, soit tu montes une carrière. C'est complètement incompatible, et qu'est-ce qui fait qu'on est resté au Japon dans ce format de post-seconde guerre mondiale? Ménage et garde d'enfants. 4h et 23 minutes. C'est le temps moyen passé par une japonaise sur le ménage. Par jour! 4h 23 minutes par jour! J'ai une maison au Japon, je suis indépendant, je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, je lave mon linge. Je ne passe pas 4h 23 minutes à faire du ménage tous les jours. Honnêtement, je comprends même pas comment on peut arriver à ce chiffre aussi élevé. En France, pour vous donner la moyenne, on est à 2h et 7 minutes par jour. En comptabilisant tout, on est à 2h et 7 minutes. Comment tu arrives à 4h23? C'est n'importe quoi. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est que les femmes japonaises passent en moyenne, je sais pas, 3 heures à faire la cuisine pour les bento, pour le repas de l'enfant. Mais même. Donc pour moi, le premier point, c'est qu'on surcharge inutilement le temps des tâches ménagères au Japon. Ou en tout cas, c'est très mal optimisé, sachant que le concept d'agent de ménage, enfin de femme de ménage, n'existe pas au Japon. En fait, on n'ouvre pas son intérieur aussi facilement. Mais à la rigueur, c'est pas ça qui est le plus bloquant. Ce qu'il est, c'est le manque d'offres pour faire garder ses enfants avant l'âge de 5 ans où on les envoie à l'école. À part les crèches qui sont toutes blindées au Japon, il n'y a pas de système de nounou et de garde d'enfants. Ça ne se fait pas. Alors parfois il y a des arrangements entre mamans, mais ça c'est une fois qu'ils sont un peu plus grands, pas de 0 à 5 ans. Et fatalement, avec le ménage qui prend autant de temps et l'enfant qui est une charge complète jusqu'à l'âge de 5 ans, les femmes ne peuvent pas reprendre un travail à temps plein même si elles le voudraient. Encore une fois, c'est pas trop le cas, elles ne veulent pas, mais même l'option n'existe pas. Imaginons alors par miracle qu'une femme japonaise fait tout en son possible pour reprendre le travail. Donc elle trouve une nounou, elle trouve une femme de ménage, elle trouve tout ce qu'il faut pour pallier aux tâches ménagères et elle retourne travailler. Bah même là, ça ne pourrait pas fonctionner à cause de la mentalité d'entreprise qu'il y a au Japon. Encore une fois, au Japon, c'est commun de rester très longtemps au travail. Quand on a un enfant, on peut pas se permettre de dédier sa vie à l'entreprise et c'est censé être le cas quand tu travailles au Japon. Encore une fois, fatalement, on reste dans ce système où les femmes doivent quitter leur travail lorsqu'elles ont un premier enfant. C'est même pas une option en fait. Tant qu'il n'y aura pas plus de crèches ou d'horaires normaux dans les entreprises japonaises, on n'aura pas de femmes qui arrivent à garder leur travail après le premier enfant. Et autant d'habitude je vous dis ouais ça évolue un petit peu dans les mentalités, là pour le coup non, on est complètement bloqué, ça ne bouge pas. La seule chose qui a changé en 50 ans, c'est le fait que le salaire moyen des hommes ne suffit plus pour ramener tout l'argent dans le ménage. Ce qui fait que la femme doit aussi avoir un petit boulot, un baito. Et donc ce modèle où le mari ramène 80% des finances et la femme 20% en travaillant un petit boulot à côté, ça c'est le nouveau modèle social japonais. Et personne ne semble vouloir le faire évoluer. Les hommes continuent à vouloir des femmes au foyer et les femmes continuent à vouloir arrêter de travailler à l'arrivée du premier enfant. Pour moi, le réel changement, il se fera lorsque le salaire des messieurs aura tellement baissé que les petits boulots à côté de la femme ne pourront plus compenser, on va dire, l'argent récupéré par tout le ménage et donc les deux devront garder leur travail. Pour moi, c'est la seule solution que je vois. Elles resteront travailler et alors tout le monde finira par reconnaître leur valeur. Et il faudra une génération de femmes extrêmement solides mentalement pour casser ce cycle de haine que les supérieurs ont envers elles. Et enfin, les femmes auront réellement le choix de quitter ou non leur travail lorsqu'un premier enfant arrive. Pour le moment, le Japon est dans un étrange entre-deux dont il ne veut absolument pas sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Waouh, l'écriture de celle-ci, c'était vraiment quelque chose. Je suis content d'avoir vraiment trouvé ce point dans la société japonaise. Ça répond à énormément des questions que j'avais en tête. Souvent, on dit de la société japonaise qu'elle est patriarcale, qu'elle est misogyne. Bah maintenant, vous savez pourquoi, d'où ça vient et d'où vient, on va dire, cette frustration et ce modèle qui n'évolue pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.